Itinera Invite, c'est une nouvelle initiative du think tank Itinera dans laquelle nous invitons les gens à poser une question pertinente. Et, avec un fellow d'Itinera, nous essayons d'explorer, d'approfondir, d'enrichir. S'il y a une réponse en cours de route, tant mieux, mais ce n'est pas le but de la conversation. Faut-il embaucher jeunes enseignants en plein temps, mais les obliger à dédier un quart de leur temps en formation? Telle est la question au cœur de cette première édition d'Itinera Invites. Bonjour Caroline, bonjour Jean. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Caroline, comment est-ce que tu es arrivée à cette question? Eh ben, c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup ces temps-ci, parce que c'est vrai que du coup, moi j'ai rejoint Teach for Belgium il y a 4 ans en tant que directrice, et ce qu'on fait chez Teach for Belgium, c'est qu'on attire des personnes, on les sélectionne, on les forme et on les accompagne pour devenir des enseignants dans les écoles avec un grand nombre d'élèves défavorisés. Et c'est vrai que du coup, on recrute ces personnes, on les met à temps plein dans ces écoles sur des matières en pénurie et on voit que pour eux, c'est très difficile en fait, finalement, ces premiers mois, ces premières années dans l'enseignement. Même si, en fait, ils ont le luxe déjà d'avoir un temps plein dans une école, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des enseignants débutants aujourd'hui en Belgique. Et on voit qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'avoir justement des échanges entre pairs, de pouvoir être coachés par un enseignant plus expérimenté, d'avoir aussi juste le temps de préparer correctement leurs leçons, parce que c'est vrai qu'on le sait, hein, ça prend beaucoup de temps de préparer ses cours au début, surtout quand on a plein de classes différentes, sur des niveaux différents, sur des cours différents. Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, on les met souvent dans une situation qui n'est pas réaliste, où finalement, ben, on va demander d'eux de faire un métier qui est beaucoup plus difficile que celui de leur collègue qui a 10 ans d'expérience et qui est juste à côté. Ah non, je trouve cette idée assez novatrice en fait, et en fait, elle est déjà d'application si on regarde bien dans l'investissement dans le personnel dans des grandes entreprises, notamment internationales, hein. Donc, ils n'hésitent pas à investir, à financer des études, des MBA ou des choses similaires dans des grands groupes internationaux pour former leurs jeunes en fait, hein. Et donc, c'est clair que euh, la formation que le jeune a lorsqu'il sort des études n'est pas toujours en ligne. Ok, on peut le regretter, mais c'est la réalité, n'est pas toujours en ligne avec les besoins du terrain. Et donc, il y a une nécessité de combler ce déficit. Et donc, ça se traduit par des formations sur le terrain, en fait. Et donc, ça prend du temps. Des jeunes ne peuvent pas consacrer plus de 100% de leur temps à cela. On a déjà une difficulté à les attirer dans le secteur, hein. On a de graves pénuries dans le secteur de l'enseignement. Mais pas que chez les infirmières et dans les soins de santé, c'est aussi chez les enseignants. Et donc, ça peut être un moyen de les attirer parmi d'autres. Donc, on a regardé à d'autres moyens pour les attirer, notamment de sécuriser au niveau contractuel avec des contrats plus stables et plus rapidement, des conditions financières qui peuvent être aussi plus intéressantes, des horaires qui sont moins éclatés. Enfin, il y a différents outils et donc il n'y a pas une seule solution je veux dire, les stabiliser dans la fonction. Il y a aussi les climats dans les classes, hein, et leur venir en aide dans certaines classes en grande difficulté. Je pense notamment à des jeunes femmes qui se retrouvent parfois dans des classes ingérables et sans aucun soutien, ni des seniors, ni de personnes en fait. Et donc ça, c'est abandonné face à une classe difficile. Et comme ça a été mentionné, souvent sont les moins armés qui se retrouvent face aux classes les plus difficiles. Et ça, c'est un peu, je dirais, un peu dommageable. Et donc, je profite d'occasion pour saluer le travail que Teach for Belgium réalise en Belgique. Donc, c'est une organisation internationale, hein. Ils font ce travail similaire dans d'autres pays avec beaucoup de succès. Et donc, ça remplit un vrai besoin, hein. Ça vient pas remplacer les formations existantes, ça vient les compléter, ça vient boucher des trous. Et donc, cette proposition-là, me semble-t-il, vient boucher un trou, un besoin, notamment chez nos jeunes enseignants, en fait, un besoin de formation et d'accompagnement sur le terrain, sachant que bon, ils disposent parfois de peu de temps, hein, des jeunes familles aussi qui sont là derrière, et donc avec des contraintes de temps importantes, et donc il faut envisager peut-être à décharger l'horaire. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est pas celle-là. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont éclatés entre plusieurs écoles avec des demi-horaires, des horaires impossibles, des demi-contrats, une précarité contractuelle qui est difficile à accepter, hein. Et donc, enfin, on y reviendra. Mais donc, ça rentre, je pense, vraiment dans l'arsenal des
des mesures qui peuvent être raisonnablement envisagées. Ça ne coûte pas très cher, c'est de la formation en fait, de la formation professionnelle littéralement. Voilà. Oui, mais c'est vrai que moi, ce que je me rends compte, c'est en effet, enfin, la réalité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va démarrer, va se retrouver souvent à prendre en fait les restes des horaires de tous les autres. Et donc, du coup, en fait, même un enseignant qui a une bonne direction, qui même a un temps plein dans une même école, même pour lui, en fait, ça va être super difficile de faire bien son boulot. En fait, on les met dans une situation où c'est quasi mission impossible de faire bien son boulot. Et pendant la première année, nous, on le demande hein, et on essaye d'étudier un peu ça, mais je pense qu'on parle entre 50 et 60 heures de travail par semaine, vraiment la première année. Si on a de la chance et que l'année d'après, on garde les mêmes cours et les mêmes classes, ça va réduire. Et après 2-3 ans, on va avoir une charge de travail tout à fait correcte. Mais on a un peu l'impression que c'est un peu le bain à travers lequel tout le monde doit passer. C'est un peu genre le bizutage, quoi. De se dire, ouais, il faut que tu arrives à survivre à ces quelques années horribles. Et puis après, tu auras le Graal et tu pourras justement avoir un horaire plus correct et pouvoir peut-être faire d'autres choses aussi à côté de ton métier payé plein temps. Et c'est vrai que moi, personnellement, je pense qu'il faudrait arriver à avoir un meilleur équilibre au cours de la carrière d'enseignant et pourquoi pas avoir après quelques années peut-être l'une ou l'autre heure en plus à prester ou avoir une responsabilité d'encadrement des jeunes profs, enfin, d'essayer justement de faire en sorte que ce soit pas un début très très difficile et quand on a survécu, après ça reste difficile le métier d'enseignant, mais quand même on est quand même dans une situation où c'est inversé par rapport à la plupart des métiers où on va prendre progressivement plus de responsabilités. Les études le montrent, même si les chiffres sont pas très récents, mais on parle de 25% des profs qui arrêtent après 1 an. Donc il y a un moment où en effet il faut, si on arrive à réduire finalement ce taux de sortie des enseignants, on va réduire la pénurie dans la durée. Et donc en effet aujourd'hui c'est 5 à 6 000 profs débutants par an en Belgique. Eh bien oui, ça veut dire que c'est vrai qu'on va devoir investir un peu plus au début, mais je pense que ça aura un effet bénéfique et ça peut peut-être aller en parallèle avec d'autres réformes pour justement essayer d'équilibrer et peut-être faire les choses à budget constant au niveau global du système, parce que je suis bien conscient du fait qu'aujourd'hui nos systèmes sont assez bien financés dans l'ensemble, mais c'est vrai que je ne pense pas qu'on investit toujours aux bons endroits pour permettre justement cette amélioration du système dans la durée. Mais oui, mais on doit faire preuve de créativité, donc c'est clair ici, on doit travailler à budget enveloppe fermée. Hein. On a un déficit de 1 milliard maintenant hein, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur un budget de 12 milliards. On s'attend à avoir encore un nouveau déficit l'année prochaine de 1 milliard. Donc on peut se dire, on estime par exemple que la revalorisation des barèmes enseignants liés à la réforme de la formation initiale des enseignants pourrait coûter jusqu'à 1 milliard. Ça peut paraître inaccessible, mais en fait, je pense qu'ici, c'est une question de solidarité entre enseignants. Soyons très clairs. Donc, première remarque, on a fait un décret anti-pénurie au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui permet de recourir à des heures supplémentaires. Il faut savoir que, grosso modo, c'est 22 heures, grosso modo, par semaine qui sont prestées, des périodes, en fait, plus précisément. On autorise à avoir 2 heures supplémentaires par semaine, mais seulement pour le personnel qui est nommé. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, pourquoi ne pas l'élargir d'abord à l'ensemble du personnel qui le souhaite, y compris les plus jeunes, s'ils veulent faire des heures supplémentaires pour gagner plus. La deuxième chose, c'est que donc concrètement, ça veut dire qu'on pourrait utiliser plus intensivement les plus expérimentés et aller au-delà de la limite des 2 heures par semaine. On peut aller jusqu'à 4 heures par semaine en délestant ainsi les plus jeunes, les enseignants entrants. Alors, il faut savoir qu'un enseignant entrant coûte, je t'évite voir les barèmes. Si je prends le barème 301, qui est le barème pour les enseignants du secondaire inférieur, ou le barème 501, qui est celui pour les enseignants du secondaire supérieur, l'écart de salaire, coût brut, entre un enseignant entrant et un enseignant sortant, fin de carrière, il est autour de 30 000 euros par an. Donc c'est très clair que chaque fois que la Fédération Wallonie-Bruxelles, et comme l'a mentionné Caroline, c'est de l'ordre de 5 à 6 000 nouveaux entrants par an, remplace un enseignant sortant par un entrant, on fait une économie en termes budgétaires de l'ordre de 30 000 euros. Eh bien, ici, ça veut dire que c'est quand même 30 000 euros qui sont à enveloppe constante budgétaire qui pourraient être utilisés pour notamment financer la proposition qui est ici faite de libérer 25% du temps d'enseignement d'un jeune enseignant avec un accompagnement.
Donc la Pardon? vague démographique qui est en Mais c'est train de une chance. sortir Mais oui, est en c'est une fait une opportunité. chance, c'est une opportunité qu'on peut Absolument, utiliser. mais oui, c'est ça, la perspective qui doit être changée. Le vieillissement est toujours vu comme un coût, mais ici, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle en gestion des ressources humaines l'effet NORIA, N-O-R-I-A. Et donc, c'est vraiment l'impact sur la masse salariale du renouvellement, du remplacement de la force de travail sortante par une force de travail entrante, en tenant compte simplement de l'écart de coût lié à l'ancienneté. On a des barèmes qui sont liés à l'ancienneté, et c'est vraiment très important en Belgique, ces écarts de salaire, hein, beaucoup plus importants que dans d'autres pays. Donc là, on a une opportunité réelle de libérer des moyens qui, et c'est ça, moi je pense entièrement à la proposition de Caroline ici, c'est qui doivent être prioritairement investis dans les enseignants entrants. Parce que c'est là qu'on a un problème. Quand Caroline nous dit que 1 sur 4 quitte dans l'année, c'est dramatique. En fait. C'est dramatique parce qu'on est en train d'échouer, on est en train de rater ce renouvellement démographique, qui est fondamental. On a 50%, la moitié de nos enseignants qui ont plus de 50 ans, et donc ils vont partir dans la prochaine décennie. Il est crucial, mais vraiment crucial, de les remplacer avec des enseignants motivés, bien formés. Donc là, la formation initiale des enseignants, c'est central, mais il faut aussi leur donner le temps et les moyens pour se former. Et donc ça va vraiment être quelque chose d'essentiel parce que quelqu'un qui s'est formé et qui quitte après un an, c'est une perte nette, hein, c'est une perte sèche pour notre enseignement. C'est un échec en fait. Et on doit l'admettre. Donc, budgétairement, pour moi, il n'y a pas de contrainte. C'est simplement, au contraire, je pense qu'on a des marges de manœuvre qui se libèrent ici avec le renouvellement démographique, et c'est une belle opportunité pour utiliser cette notion qui est dans le décret anti-pénurie d'heures supplémentaires. Élargissons la limite au-delà de 2 heures. Ça coûte, d'accord, mais on peut utiliser les moyens libérés par l'écart de coût entre un enseignant sortant et un enseignant entrant pour financer ces heures supplémentaires. Soyons un peu plus créatifs ici. En tout cas, des marges de manœuvre, ils existent. Et je m'étonne de ne pas voir ces évaluations chiffrées parce que si je les calcule rapidement, j'ai fait le calcul rapidement, 6 000 enseignants qu'on remplace par an pendant 10 ans, ça fait 60 000 enseignants. La moitié de nos enseignants, 120 000, ça rapporte 1,8 milliard sur les 10 ans. Hein, en termes d'économie de coûts. Ce sont des grosses sommes. Par an, c'est 180 millions d'euros par an. Donc là, des moyens existent. Vous voyez. Et là, on n'en parle pas et on se demande où vont aller ces moyens. Mais ces moyens, ils sont réels. Hein. C'est réel. C'est une réduction de la masse salariale effective qui est liée à cette transition démographique. Donc, utilisons cette opportunité-là pour faire ce genre d'initiative. Et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est pas seulement de réduire la charge horaire et de dire au lieu de faire 20 périodes, on en fait 15, mais c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on finalement on attend de l'enseignant débutant comme implication et comme formation continuée pour justement aussi compenser. L'idée, c'est pas juste de dire en fait on va travailler moins et on va garder la même chose. C'est juste aussi de faire en sorte que cette entrée en fonction soit réussie et qu'on ait justement qu'on lui donne les moyens de réussir cette entrée en fonction en ayant justement des opportunités de formation individuelle, collective, entre pairs. Voilà. Franchement, il y a beaucoup de choses qui existent pour les enseignants. Moi, c'est vrai que je suis assez impressionnée par l'offre. Malheureusement, souvent, ce que les enseignants, en particulier débutants, vont dire, c'est « j'ai pas le temps ». Je suis crevée parce que vu que je travaille 60 heures par semaine, ça veut dire que je travaille souvent le soir, souvent le week-end, en fait, du coup, j'ai plus d'énergie et je suis juste fatiguée. Il y en a beaucoup j'avais une rencontre avec des enseignants débutants la semaine dernière. Quand on leur demandait c'est quoi votre besoin pour le moment, la plupart répondaient c'est faire du sport. Juste, ils disent je n'ai plus le temps aujourd'hui de juste prendre soin de moi de manière assez pragmatique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre d'un enseignant débutant qui jongle déjà avec l'idée de juste devoir survivre le lendemain en classe en ayant des cours suffisamment préparés et intéressants pour ses élèves et de leur demander en plus de justement continuer à se professionnaliser en parallèle. Je pense que c'est juste pas réaliste, malheureusement. Moi, j'avoue que je me disais, c'est peut-être une belle idée, mais peut-être que budgétairement, c'est impossible. Et là, je me sens peut-être un peu rassurée ou renforcée dans l'idée en me disant que peut-être qu'il y a moyen, à budget constant, de quand même trouver des solutions pour rendre cela possible. Oui, mais donc je pense que la perspective budgétaire ne doit pas nous lier les mains et nous coincer dans tous les projets. Et ici, il y a toujours moyen, je dirais, de financer des projets dès lors que ces projets semblent pertinents et il suffit de libérer les moyens. Et ici, il y a des marges de manœuvre qui existent. Elles sont parfois cachées, donc je pense que c'est bien au niveau d'Itinera de mettre un peu la lumière sur ces angles morts, en fait. Et il existe des marges là qui vont se libérer, on parle très peu,
Et donc, soyons conscients que ces marges existent et mobilisons ces marges pour faire du bon travail. Je pense que d'investir dans les jeunes et dans la jeunesse est une bonne chose. Je pense qu'on peut même élargir cette formation permanente aux plus âgés. Je pense que la crise Covid et la transition digitale dans l'enseignement a perturbé pas mal de plus âgés et que de leur donner des formations accélérées sur les nouveaux outils numériques est une très bonne chose. Et donc, ils sont aussi demandeurs de ça. Et je termine par saluer le travail de Teach for Belgium en matière de leur académie d'été, de remédiation et d'accompagnement des élèves qui ont subi des décrochages scolaires durant la crise Covid, parce que ça, on ne parle pas non plus assez de ça. Et je pense qu'il y a un vrai besoin d'investir pour récupérer le maximum de ces élèves qui ont un retard académique considérable suite à la crise. Merci beaucoup. Caroline Descartier, Jean Hendricks, merci. Et à nos auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices, envoyez-nous votre question dans un texte ou une vidéo courte sur invites@itinera.team. Votre question pourrait devenir le sujet d'une de nos prochaines éditions. J'étais votre hôte Simon Giotto et j'espère de vous revoir la prochaine fois pour notre prochaine question. Au revoir.